Bernard Thomasson. Où en est l'Algérie? Bonjour Saïd Sadi. Bonjour. Député d'Alger, président du Rassemblement pour la culture et la démocratie en Algérie. Vous publiez en Algérie, et non pas en France pour l'instant, Amirouche, une vie, deux morts, un testament. Le titre mérite explication et ça nous permet de vous poser la question de savoir et de rappeler à nos auditeurs qui était Amirouche, le colonel Amirouche. Colonel Amirouche, c'est un peu le Jean Moulin algérien, qui a été tué par le général Massu suite à une fuite organisée par ses pairs, qui devait le guider à partir de Tunis où il se rendait pour une réunion importante avec la direction du FLN, et que Boumediene a déterré clandestinement en 1964 et dont il a séquestré les ossements à jamais, jusqu'à sa mort pendant 20 ans pour pas qu'on parle de lui. Ce qui fait que les forces coloniales ont privé de vie le colonel Amirouche et Boumediene l'a interdit de mort parce qu'il ne fallait pas parler de l'histoire telle qu'elle a été faite. La problématique de l'histoire en Algérie, elle est au cœur de la légitimation du pouvoir politique. Vous écrivez d'ailleurs dans votre préface, quand un pouvoir use de la falsification du patrimoine symbolique pour se légitimer, c'est qu'il a délibérément et définitivement fait le choix du pire. L'Algérie vit le pire aujourd'hui ? Je crois qu'on vit le pire depuis longtemps et qu'il faut surtout éviter de faire en sorte que ça ne s'aggrave, si tant est que cela puisse être possible. Lorsque l'on séquestre des ossements de martyrs comme le colonel Amirouche, ça veut dire qu'il n'y a plus de censure morale, il n'y a plus de retenue et aucun chef de l'État algérien, hormis Boudiaf, qui a survécu 6 mois en Algérie, n'a eu à se légitimer par un projet ou un bilan. C'est la confiscation de la guerre de libération qui a servi de légitimité en disant nous avons fait la guerre, nous avons libéré le pays, nous avons une relation patrimoniale avec le pays, nous en faisons à peu près ce que l'on veut. C'est de cette impasse qu'il faut sortir l'Algérie. Je voudrais dire une parenthèse simplement, le livre va sortir en France dans quelques semaines aussi. Vous savez l'éditeur déjà ou pas, non? J'en ai 3, je vais trancher ça ce soir. Bon, et il sort en Algérie quand là? Dans la semaine. Dans la semaine. Ouais. Ibiza, vous avez eu l'occasion de lire ce livre et de le voir. Vu ce que vous dites, notamment dans la préface, vous avez dû avoir des difficultés à sortir ce livre, puisque vous mettez tout de même en cause tout le pouvoir algérien depuis les guerres d'Algérie, depuis la Révolution. Depuis même avant. Oui, on a essayé de le censurer. On a refusé de me donner le dépôt légal et puis les petites menaces plus ou moins directes. Ça, je pense qu'ils savaient que ça ne fonctionne pas beaucoup. Ça fait longtemps qu'on se connaît en Algérie. Ensuite, c'était un peu gros parce que ça aurait été la 3e mort d'Amirouche, alors pour le coup. Tué sur félonie du FLN par le général Massu, séquestré par Boumediene pendant 20 ans, refuser qu'on écrive dessus, c'était un peu délicat. Et puis je dois dire que les anciens maquisards, pour une fois, se sont levés pour dire ça suffit. Il y a beaucoup de blogs sur ce livre qui ne sortaient pas justement sur Oui, Internet. Quand on se promène un peu, oui, ça, on en parle beaucoup. Vous posez la question dans la préface notamment, mais que peut-on construire sur de tels reniements? C'est bien la question aujourd'hui. On a l'impression que l'Algérie, ça n'avance pas. Ben, lorsque l'on a pris le sens interdit de l'histoire, c'est un terme que j'ai utilisé dès le départ, il y a peu de chances qu'on se retrouve dans une autoroute politique. Je crois que dès lors qu'il y a eu renversement du gouvernement provisoire par Boumediene et l'armée des frontières en 1962, et qu'il a renversé Ben Bella qu'il avait installé préalablement comme président en Libye, il ne faut pas s'étonner qu'après le coup d'État, il y ait des fraudes électorales et que les fraudes électorales mènent inévitablement à la prédation, à la corruption à ciel ouvert, à laquelle qu'on observe aujourd'hui en Algérie. Lorsque vous assassinez le signataire des accords d'Évian à Francfort, lorsque vous étranglez en pleine guerre de libération à Banambla, qui était le père fondateur, l'architecte de la révolution algérienne, lorsque vous exécutez des gens à Madrid, je pense à Mohamed Khider qui était un des piliers de la révolution algérienne, il ne faut pas s'étonner que par la suite, tout dérape. Lorsque l'on confisque l'histoire et qu'on la falsifie, on l'a confisquée et falsifiée, et qu'on en fait un fonds de commerce politique, il y a un moment où les gens, découvrant la supercherie, font que le pays se trouve menacé en tant qu'État, nation et société. Ça, c'est le constat, mais comment on sort de là? C'est le défi. Et en disant ça, est-ce que vous craignez pour vous-même? Moi, je crois que c'est un choix que j'ai fait de me battre dans mon pays. C'est pas une question qu'on se pose tous les jours. J'ai été victime d'attentats, de menaces, j'ai été arrêté, torturé. On choisit de lutter, on ne choisit pas. Mais si on remet en débat ce choix chaque matin, on n'en sort pas. Mais la solution, je pense, en ce qui me concerne, c'est une rupture générationnelle. C'est une phase de transition et la communauté internationale doit assumer ses responsabilités. Il ne faut plus que le pouvoir algérien bénéficie de cette exception de statut d'enfant gâté dans le tiers-monde, qui veut que lorsque c'est Bouteflika qui passe avec moins de 25% de taux de participation
On envoie des télégrammes de félicitations de Paris. Chaque pays est indépendant. On peut pas lorsque aller en c'est Algérie. Ben Ali qui triche, Ouais. on proteste contre la fraude. Lorsque ça se passe en Égypte, c'est pareil. Il faut que l'Algérie soit traitée de manière adulte et responsable. On envoie tout de même des félicitations après au président élu, de toute façon. Oui, ça c'est une relation d'État-État, mais on n'est pas obligé de féliciter la manière dont l'élection s'est déroulée. J'ai été 2 fois candidat à la présidentielle. Il faut que la communauté internationale exige que la transparence prévale. Ce n'est pas une question d'immixtion. Le Maroc a admis une surveillance internationale massive et qualifiée. On a vu la même chose au Pakistan, on a vu la même chose au Venezuela. Pourquoi, grand Dieu, est-ce que les fraudes électorales doivent sanctionner, doivent priver le citoyen algérien de son droit élémentaire? Lorsqu'on a volé la voix du citoyen, on va voler dans son attaque, on va voler le pétrole et le gaz. Saïd Saadi, les prochaines échéances, c'est en 2012. Il y a actuellement Abdelaziz Bouteflika qui est toujours président, qu'on dit très malade. Que peut-il se passer d'ici 2012? Est-ce que le président Bouteflika, d'ailleurs, va bien? Vous observerez que je ne dis jamais président, je dis chef de l'État. C'est un statut de fait. Un président, pour moi, est quelqu'un qui est élu démocratiquement, ce qui n'est pas le cas. Sa situation, il n'y a que lui et ses médecins qui la connaissent. On sait qu'il apparaît à peu près 1 jour, 2 jours par mois, pour disparaître ensuite. Le pouvoir algérien est dans une espèce de SAS, de service de réanimation, où on extrait le patient 1 fois tous les mois, tous les 2 mois. Je ne suis pas sûr. Il y a bien quelqu'un qui dirige quand même, du coup, même si c'est pas Il n'y a Bouteflika pas directement. vraiment de direction. Je suis député à l'Assemblée nationale. Hein. Il n'y a rien qui se passe à l'Assemblée nationale. Le pays est dans un coma politique après que Bouteflika l'ait mis dans un couvre-feu médiatique. On n'entend rien, on ne voit rien, mais il y a des forces centrifuges qui sont en train de se mettre en mouvement dans la société. Le pays risque une implosion chaotique si nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble pour dégager un compromis et organiser une phase de Mais transition. qui dirige? Vous dites que personne ne dirige, il y a bien des gens qui prennent des décisions quand même. Non, c'est une situation, on liquide les affaires courantes. Il y a 150 milliards de dollars. Le pouvoir picore, et je suis généreux de cette cagnotte, ça suffit, il n'y a pas de mise en perspective, il n'y a pas d'intention. Je suis député, j'ai été censuré par le président de l'Assemblée nationale qui m'a retiré le micro en pleine plénière. Voilà où nous en sommes. Il y a bien eu une intention au moment de l'amnistie, quand Bouteflika a dit amnistion, tournons la page du passé, redémarrons sur de nouvelles bases. Ce n'est pas d'une amnistie, c'est un peu plus cynique que cela. Bouteflika a voulu récupérer l'islamisme pour le braquer contre ses adversaires politiques dans le sérail. Il n'a pas simplement amnistié. Tous les gens qui étaient au maquis se sont vus régularisés comme s'ils étaient dans l'administration, ils ont leur pension, ils ont leur sécurité sociale, etc. C'est une provocation qui, à mon avis, pas mal perturbé la stabilité de la nation. On dit que les relations entre la France et l'Algérie, on le constate, ne sont pas au mieux, c'est plutôt glacial. À quoi attribuez-vous ça? Je pense que le régime algérien est en train de fermer portes et fenêtres. Il ne veut pas, pour l'instant en tout cas, de vis-à-vis, il ne veut pas de discussion, il ne veut pas de transparence, il ne veut pas d'échange, parce que toute parole libérée peut amener un débat peut signifier alternative, et pour l'instant le pouvoir algérien n'en veut pas. J'ai une dernière question pour vous, Saïd Saadi, qui nous vient d'un auditeur par SMS au 62030, qui nous demande si, pour vous, le livre La mafia des généraux est réaliste des événements de ce qui se passe en Algérie. Je n'ai pas lu le livre La mafia des généraux, mais je peux vous dire que la mafia est générale en Algérie. Et est-ce qu'il y a une mafia militaire, malgré tout? Parce que vous dites personne ne dirige, est-ce qu'il y a des militaires derrière Bouteflika en sous-main? Ne tombons pas dans ce jeu-là. La question, hein. Oui, bien sûr. Si Bouteflika était en opposition avec les militaires, ça se saurait. S'agissant de la cooptation, de l'opacité, de la corruption, il y a malheureusement une culture politique largement partagée dans le sérail algérien. Est-ce que vous êtes optimiste? Et à quel terme, si j'ose dire? Je pense que le pessimisme est un luxe auquel je n'ai pas droit. Mon pays est un grand pays, c'est un grand peuple. À nous d'ouvrir les perspectives que méritent son sacrifice et ses espérances. Merci en tout cas Saïd Saadi. Donc ce livre Amirouche, Une vie, 2 morts, un testament sort cette semaine en Algérie et en France. Dans une quinzaine de jours en France. Et vous n'avez pas encore l'éditeur? Non, pas encore ce soir. Ce soir ça va se décider. Merci beaucoup en tout cas d'être passé par le studio de France Info. Merci à vous.